centrale Casablanca, qui va présenter brièvement Étienne Klein. Étienne Klein, dans sa grande bonté, acceptera de signer les livres à l'issue de la conférence. Il acceptera également de répondre aux questions. Et pas plus de 10. Et également, on le remercie vivement d'avoir accepté également qu'on diffuse cette conférence que nous allons enregistrer sur la chaîne YouTube. La conférence, on pourra la retrouver pour ceux qui auront eu du mal à l'écouter ce soir. Je pense à nos camarades qui sont en bas et qui attendent désespérément le son. Donc Philippe, si tu veux bien présenter Étienne en quelques mots et dire pourquoi il est là, dans quel contexte, etc. Et après, on attendra le feu vert pour passer à la conférence. Bonsoir à tous. Donc, je voudrais, si vous me permettez, remercier Étienne, puisque nous avons eu la chance de l'avoir toute une journée, et nos élèves ont eu la chance de l'avoir toute une journée dans le cadre de la clôture du cours de philosophie des sciences qui a lieu à Centrale Casablanca. Donc c'est un moment, je pense, dont nos élèves vont se souvenir longtemps. Et il y a eu de très grands échanges extrêmement riches. Et je voudrais remercier pour cela Étienne, bien sûr, mais également Bruno Guiderdoni et Inès Safi qui nous ont fait vraiment la gentillesse de partager un jeu à trois très réflexif sur la question de la philosophie des sciences et des sciences. Alors, il est d'usage que celui qui présente un conférencier demande à ce conférencier ce qu'il souhaite qu'on dise de lui. Donc j'ai demandé à Étienne ce qu'il souhaitait que je dise de lui pour le présenter, et il m'a dit ce que je vais vous dire. Donc Étienne Klein est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et il est professeur à Centrale Paris. La description qu'il m'a demandé d'en faire s'arrête là. Donc j'ai conscience que ça peut être un peu frustrant. Alors à titre personnel, j'espère s'il m'y autorise, mais quand même à titre personnel, je pense que tu m'y autorises. Donc à titre personnel, je voudrais simplement rajouter que le nombre que vous êtes aujourd'hui, évidemment, témoigne de quelque chose. Ce que je ressens, c'est que Étienne Klein est évidemment physicien, philosophe des sciences, mais c'est surtout un formidable passeur de connaissances, de réflexions sur la physique et sur la philosophie des sciences, et un passeur évidemment vers nous physiciens, un passeur évidemment vers les philosophes des sciences, mais c'est là que ça devient très très rare surtout, un formidable passeur, et à mon avis l'un des passeurs les plus talentueux aujourd'hui, sur beaucoup plus que ce monde-là, c'est-à-dire vous tous, ceux qui n'ont pas, j'ai envie de dire, excuse-moi, la chance d'être physicien ou philosophe des sciences, mais vers vous tous, et ce formidable passeur aujourd'hui, je le remercie d'être avec nous ce soir. Bien, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Voilà. Je voulais remercier Philippe et ses collègues pour leur invitation, l'Institut culturel également pour cette invitation à venir vous parler ce soir. En fait, j'ai reçu, et mes collègues qui viennent de France aussi, un accueil mémorable ici à Casablanca. Je m'en souviendrai longtemps, à l'école centrale. Les élèves qui sont là font preuve d'un enthousiasme et d'une forme d'énergie qui est assez nettement supérieure à celle que parfois on trouve dans la même école à Paris. Et donc j'étais très fatigué en arrivant hier soir ici, et ce soir, après une journée de travail à Centrale Casablanca, je suis en pleine forme. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on m'a donné des produits? Est-ce que c'est le climat? Je ne sais pas. En tout cas, ça va très bien. Et je suis absolument ravi d'être là. Hier, j'ai donné une conférence sur l'instant zéro, c'est-à-dire cette idée de Big Bang qu'on associe à l'origine de l'univers en cosmologie. C'est le même sujet que ce soir, mais je ne vais pas le traiter de la même façon parce qu'il y a des étudiants qui sont là et je pense qu'ils n'apprécieraient pas d'entendre deux fois le même propos. Et donc, je vais commencer ma conférence de ce soir par faire quelques remarques et réflexions sur la notion de loi physique, parce que ça me conduira à interroger cette question de l'origine de l'univers à partir de choses qui adviennent aujourd'hui en cosmologie. Voilà. Alors d'abord, remarquez qu'il y a des différences assez nettes entre l'idée de loi physique
et l'idée de loi juridique. Les lois qui régissent une cité, une nation, un pays, etc., ont des statuts complètement différents. Par exemple, les lois juridiques, elles évoluent au cours du temps. On les adapte à l'état de la société, on les change quand on pense que certaines choses devraient être améliorées. Quand on a une certaine idée de la société, on peut écrire des lois qui vont aider la société à aller dans cette direction. S'il y a des choses qui semblent pathologiques ou malsaines, on crée des lois pour essayer de les interdire, etc. Donc, le dispositif juridique d'un État est constamment en évolution, en adaptation, et c'est déjà une première distinction avec les lois physiques. Parce que les lois physiques, nous pensons qu'elles n'évoluent pas, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du temps. Ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de physique ont dû écrire des équations, équations de Newton ou d'autres, des équations assez élémentaires de la mécanique, par exemple, dans lesquelles figure le paramètre petit t, qui représente le temps. Et vous avez sans doute remarqué que dans ces équations, le paramètre petit t qui représente le temps ne dépend jamais de t. C'est-à-dire le temps tel qu'on le représente ne dépend jamais du temps. On met t dans l'équation sans préciser de quel instant on parle. Ça veut dire que dans ces équations, on suppose que leur vérité ne dépend pas de l'instant auquel on les applique. Si elles sont vraies aujourd'hui, elles seront vraies dans 10 000 ans, et elles étaient vraies il y a 1 milliard d'années. Autrement dit, cette façon d'écrire le temps comme étant un paramètre qui n'évolue pas est une façon de dire que les lois physiques elles-mêmes n'évoluent pas. C'est une idée qui, je le vois à vos visages, a l'air de vous étonner. Et en même temps, je suis persuadé que c'est une idée que vous avez déjà en tête de façon plus ou moins consciente. Par exemple, si ce matin, vous avez appuyé sur un bouton, par exemple celui du four à micro-ondes qui est chez vous, le four s'est mis en marche. Si demain matin, vous appuyez à nouveau sur le bouton et cette fois, le four ne marche pas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le four est tombé en panne. Alors qu'il y a une autre hypothèse qui ne vous vient pas à l'esprit, c'est que dans la nuit qui va venir, là, les équations de Maxwell, les équations de l'électromagnétisme, qui ont aidé des ingénieurs à dessiner votre four à micro-ondes il y a quelques années, ces équations peuvent avoir changé de sorte que demain, le dispositif conçu à partir d'elles ne fonctionne plus. Mais non, vous allez dire, il est tombé en panne. Ça veut dire qu'en disant il est tombé en panne, vous supposez que les lois physiques de demain seront les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est une réflexion assez puissante qui a été théorisée par des physiciens, notamment une physicienne au début du XXe siècle qui s'appelle Amy Noether, qui a montré que le seul fait de supposer que les lois physiques ne changent pas au cours du temps a comme implication ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Alors c'est un théorème pas très difficile à démontrer, mais je ne vais pas le faire là ce soir. Je peux simplement vous montrer la réciproque, c'est-à-dire que si les lois physiques changeaient au cours du temps, alors on pourrait créer de l'énergie à partir de rien, ce qui simplifierait beaucoup de questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Prenons l'exemple de la gravitation. La gravitation, c'est la force qui fait que nous tombons. Très bien. La chute des corps. Et puis la mécanique céleste, etc. Et même la cosmologie, on y viendra tout à l'heure. Imaginez que la force de gravitation varie au cours du temps. Vous savez qu'elle fait intervenir une constante, la constante de Newton, qu'on appelle grand G. Imaginez qu'on soit dans un univers dans lequel la constante de Newton n'est pas une constante, elle varie au cours du temps. Imaginez par exemple qu'elle varie de façon périodique, avec une période de 24 heures, donc elle oscille comme ça. Elle est maximale à midi, elle est minimale à minuit, puis remonte à sa valeur maximale le lendemain à midi, etc. Une sorte d'oscillation. Si tel était le cas, qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Rien, sauf à minuit et à midi. Qu'est-ce que vous feriez à minuit? Eh bien, vous prendriez tous les objets massifs qui sont à votre portée et vous les monteriez au sommet d'un immeuble le plus haut possible. Ensuite, vous ne faites plus rien, vous vous reposez, vous allez à la piscine, etc. Et 12 heures plus tard, quand la gravité est devenue plus importante que lorsque vous avez monté les charges, vous laissez tout tomber. Du coup, l'énergie que les corps vont acquérir en tombant sera plus importante que l'énergie que vous avez dépensée pour les monter, puisque la gravité, au moment de la chute, est plus importante qu'au moment de la montée.
Et donc, vous allez créer de l'énergie, et de sorte que l'énergie en question ne sera pas conservée. Et donc, vous voyez, si les constantes varient au cours du temps, si les lois physiques varient au cours du temps, on pourrait créer de l'énergie à partir de rien. Réciproquement, dès lors que les lois physiques sont constantes, on ne peut pas créer d'énergie à partir de rien. L'énergie se conserve. On ne peut que en prendre là où il y en a, et puis la transformer, changer sa forme. L'énergie mécanique peut devenir de l'énergie chimique, de l'énergie chimique peut devenir de l'énergie électrique, etc. Ou bien on peut la transporter depuis un système où elle est vers un autre système où elle n'est pas encore, mais on ne peut pas en créer à partir de rien. Et ce théorème a été démontré donc par une mathématicienne allemande qui s'appelait Emmy Noether en 1918. La conservation de l'énergie est une conséquence de l'invariance des lois physiques par translation du temps, pour dire les choses en termes plus techniques. Et c'est une loi absolument fondamentale de la physique. Et quand je dis que les lois physiques sont constantes, je parle des lois physiques. Je ne parle pas des lois de la physique. Je ne parle pas nécessairement des lois qu'on trouve dans les livres de physique qui, elles, ont une histoire. On va voir que les lois de Einstein pour la gravitation ne sont pas les mêmes que celles de Newton. Donc la physique a une histoire. Les lois physiques qu'on utilise en 2016 ne sont pas celles qu'on utilisait en 1850, en tout cas pas toutes. Donc il y a une histoire des lois de la physique, mais cette histoire des lois de la physique se fait en supposant que les lois physiques, elles, ne changent pas. Contrairement aux lois juridiques dans une société. Ça fait une première différence. Il y a une deuxième différence qui est assez fondamentale, c'est que pour qu'une loi dans une société donnée fasse autorité, il faut que son énoncé soit assez proche de ce qu'on attend d'elle. Il faut que la société se reconnaisse dans cette loi ou considère que cette loi a la forme qu'on attend d'une loi de ce type-là. D'ailleurs, elles sont proposées, les lois, par des représentants du peuple, des gens qui sont élus au Parlement, qui rédigent des lois, et ils s'arrangent en général pour que ces lois correspondent peu ou prou, même si évidemment il y a des exceptions, à ce qu'attend la population. Une loi qui serait complètement absurde aux yeux de la population demanderait pour être appliquée une police très forte, et surtout très motivée. Donc on essaie de faire en sorte que la loi ne soit pas en contradiction avec l'état d'esprit de la société à laquelle cette loi est destinée. Bon. Alors qu'en physique, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que toutes les lois physiques, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis ce qu'on appelle la physique moderne, sont des lois qui sont en contradiction avec ce que nous pensons de la nature a priori simplement en l'observant. La première loi physique moderne, la physique, c'est une vieille histoire. Il y a une physique d'Aristote, il y a une physique dans les pays arabes assez puissante, mais ce n'est pas la même physique que la physique moderne. Ce que j'appelle la physique moderne, c'est celle qui naît avec Galilée au XVIIe siècle, avec cette idée que les lois physiques, finalement, peuvent contredire ce que nous observons. On dit souvent que la physique, elle est là pour décrire les phénomènes qu'on observe. Bon. En fait, les lois physiques, quand on les prend au sérieux, disent des choses qui contredisent ce qu'on observe. Et je vais vous donner un premier exemple qui, d'ailleurs, est dû à Galilée. Vous savez qu'on a remarqué depuis très très longtemps, Aristote l'avait remarqué, d'autres avant lui sans doute. En fait, je pense que tout le monde sur Terre, à toutes les époques, a su que lorsqu'on fait tomber un objet très lourd, il tombe plus vite qu'un objet moins lourd. Et donc on en déduit de l'observation quotidienne que la vitesse de chute d'un corps est d'autant plus élevée que la masse de ce corps est plus grande. C'est une observation empirique que tout le monde a faite. Aristote même pensait que les corps très légers, en fait, ils montent vers le haut, donc, parce que c'est un lieu qui, pour eux, est plus naturel que le bas. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations de ce phénomène, mais la chose intéressante, c'est que l'observation nous dit qu'un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée. Et cette loi a été enseignée pendant des siècles et des siècles sans que personne ne trouve jamais à y redire, tout simplement parce que cette loi est conforme à l'observation. Et donc elle ressemble à ce que l'observation nous conduit à penser de la chute des corps. Et Galilée, lui, il se dit, entendu, cette loi
décrit ce que nous observons parfaitement. Mais la question que je voudrais me poser n'est pas celle de savoir si elle est conforme aux observations. La question que je veux me poser est celle de savoir si cette loi est vraie ou non. Il ne pose pas la question de son adaptation au phénomène, comme on dirait en langage plus moderne. Il pose la question de savoir si cette loi est vraie. Et il va démontrer, par un argument logique, qu'il ne réclame aucune expérience. Vous savez, il n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise, comme on le raconte, c'est une légende. Parce que s'il était monté au sommet de la tour de Pise, qui fait 54 mètres de haut et qui est penché, comme vous savez, en laissant tomber des objets de masse différentes, il aurait démontré par cette expérience ce que tout le monde savait, à savoir que les boules de pétanque touchent le sol avant les balles de tennis. Tout le monde a vu ça. Donc cette expérience, s'il l'avait faite, n'aurait fait qu'apporter une confirmation supplémentaire à la loi d'Aristote, qui était déjà connue de tout le monde. Donc il n'a jamais fait l'expérience. En revanche, il a réfléchi. Il a montré, par un texte assez sublime qui date de 1607, que si la loi d'Aristote était vraie, elle aboutirait à des contradictions. Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ce n'est pas une expérience intellectuelle. On imagine qu'une théorie est vraie, on imagine ensuite, enfin on suppose que la théorie est vraie, et on imagine des situations qu'on ne peut pas réaliser facilement expérimentalement, mais on regarde ce que la théorie qu'on suppose vraie impliquerait pour ces situations qu'on peut imaginer mais pas réaliser. Et donc la situation qu'il imagine, donc l'expérience de pensée qu'il formule, c'est de prendre une grosse pierre et une petite pierre. L'une est plus lourde que l'autre. Et si Aristote a raison, et je suppose qu'il a raison, si je les laisse tomber en même temps, la plus grosse va toucher le sol avant la plus petite. Très bien. Là où commence l'expérience de pensée, c'est je prends le même système, les deux pierres, et je les relie par une corde. Donc, je fabrique ainsi un système qui est plus lourd que la plus grosse pierre. Que dit Aristote dans ce cas-là? Puisque c'est plus lourd que la plus grosse pierre, si je laisse tomber l'ensemble, il va tomber plus vite que la grosse pierre. Ah oui, mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde. Et donc, ça va faire parachute. Et donc, la petite pierre va freiner la chute de la grosse pierre. Donc, l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la grosse pierre. Vous voyez que l'invocation de la même loi, dans ce cas précis, conduit à deux conclusions contradictoires. Ça, c'est un texte vraiment génial de Galilée. Il n'a pas fait d'expérience. Il a montré que dans la loi d'Aristote, il y avait une contradiction que personne n'avait jamais vue. Comment lever la contradiction? En disant que la grosse pierre et la petite pierre tombent exactement à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ça, c'est la première loi de la physique moderne. La vitesse de chute d'un corps est indépendante de sa masse. Donc la loi contredit l'observation. Alors évidemment, on lui tombe dessus en lui disant « mais ta loi contredit l'observation, comment peut-elle être vraie ?» etc. Il dit « oui, mais il faut réinterpréter l'observation. » En fait, il y a d'une part la gravité, qui fait que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Et puis il y a une autre force, qui est la résistance de l'air, qui, elle, agit différemment sur les corps lourds et les corps légers. Et c'est cette force, et seulement elle, qui crée la différence de vitesse de chute entre la pierre lourde et la pierre légère. Et donc, vous voyez, l'observation, évidemment, n'est pas modifiée, mais c'est son interprétation qui est remaniée par le fait qu'on invoque une nouvelle loi qui contredit l'observation et qui oblige à la repenser, et donc à la réinterpréter. Alors, ceux d'entre vous qui se souviennent de leur cours de physique, de mécanique, d'électricité ou d'autres, se rappellent des lois qu'on leur a apprises, et en y réfléchissant bien, ils découvriront que toutes ces lois contredisent l'observation. Il y a une loi fondamentale de la mécanique qui s'appelle le principe d'inertie, qui vous dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc un mouvement indéfini qui ne s'arrête jamais. Pas de force, mouvement continu à vitesse constante. Mais qui a jamais vu ça? Qui a jamais vu un mouvement inertiel? Réponse, personne. Tous les mouvements que nous observons autour de nous sont des mouvements amortis.
ou bien des mouvements qui sont courbés, comme la trajectoire des planètes, par exemple. Personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. D'où, donc le mouvement inertiel, si vous voulez, c'est une espèce d'idéal de mouvement par lequel nous interprétons l'amortissement des mouvements réels. On invoque un mouvement qui n'existe pas pour comprendre les mouvements qu'on observe. Donc il y a une forme d'idéalisation dans la démarche de Galilée, qui est également l'inventeur du principe d'inertie. Et vous voyez que ça va poser un peu plus tard des problèmes conceptuels, notamment pour Einstein. Einstein se dit, mais finalement le principe d'inertie, on ne l'a jamais observé directement. On a observé ses conséquences. La puissance de la mécanique est la preuve que ce principe est juste. Mais on n'a jamais vu de mouvement inertiel. Et donc Einstein se dit, soit on construit la physique sur du sable en acceptant ce principe qu'on n'a pas vraiment testé en lui-même, soit on le rend équivalent à la gravitation. Je veux dire par là que Newton ou Galilée étaient des gens qui pensaient qu'il y avait des endroits dans l'univers où il n'y avait pas de gravitation. Et donc ils pensaient qu'il y avait des endroits où les objets n'étaient soumis à aucune force. Mais Einstein, lui, il sait qu'il y a des masses partout, que l'univers est homogène. Il y a donc de la gravité, un champ gravitationnel à tous les endroits de l'espace-temps. Et donc il n'y a aucun endroit où un objet ne soit soumis à aucune force. Ça n'existe pas. Tous les objets sont soumis, à quelque endroit qu'ils soient dans l'univers, à la gravitation. Et donc le principe d'inertie s'énonce selon une phrase qui ne correspond à aucune réalité physique. Et Einstein va dire, puisque c'est comme ça, je vais postuler une sorte d'équivalence entre l'inertie et la gravitation. Et cette équivalence va le mener à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui a été publiée il y a exactement un siècle. En janvier 1916, Einstein publie le 4e article de cette théorie. Les premiers ont été publiés en novembre et décembre 1915. À Berlin, il fait d'abord des exposés devant l'Académie des sciences, puis publie des articles qui, mis ensemble, constituent cette nouvelle théorie de la gravitation dont on fête donc le premier centenaire. Et donc, vous voyez que la physique moderne, c'est une physique qui oblige à penser des phénomènes ou des lois qui nous choquent, qui choquent le sens commun, qui nous paraissent absurdes, surprenantes, mystérieuses, parce qu'elles ne sont pas directement observables. Vous savez qu'au XXe siècle, il y a eu d'autres révolutions en physique. J'ai parlé de la relativité générale, mais il y a eu une autre révolution qui concerne les particules, les atomes, les objets très petits, qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, elle vous oblige à admettre des choses absolument incroyables. Et donc, si vous vous fiez simplement à votre bon sens ou au sens commun, vous direz, elle est tellement absurde qu'elle est nécessairement fausse. D'ailleurs, Einstein lui-même, qui était pourtant un esprit assez révolutionnaire, s'est opposé à la physique quantique, non pas en disant qu'elle était fausse, mais en disant qu'il lui manquait des ingrédients sans lesquels elle paraissait absurde. Et donc, vous voyez, nos esprits, qui sont disposés à accepter certaines choses, à en refuser d'autres, mais faire de la science, faire de la physique, c'est parfois accepter de penser contre son cerveau, c'est-à-dire accepter d'admettre des choses qui sont choquantes, a priori en tout cas, pour notre esprit. Je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point la physique quantique, ça peut être bizarre. Imaginez que vous êtes dans la rue et vous voyez un monsieur qui apparaît au coin, et vous ne le voyez pas complètement, vous voyez d'abord son pied et sa chaussette. A priori, on ne sait pas à l'avance prédire quelle sera la couleur des chaussettes de quelqu'un. Alors vous voyez que sa chaussette est rouge. Ok ? Aussitôt, vous en déduisez que la chaussette de son autre pied sera rouge. Une sorte de corrélation entre la chaussette du pied gauche et la chaussette du pied droit. D'où vient cette corrélation ? Elle vient du fait que nos habitudes culturelles, depuis très longtemps, nous poussent à mettre le matin des chaussettes de la même paire, de même couleur. La chaussette, c'est un objet fascinant. C'est un des rares objets dont la valeur, le coût, dépend de l'existence de l'autre.
Hein, une chaussette célibataire, ça vaut rien, quoi. Donc la valeur d'une chaussette dépend de l'existence de l'autre chaussette. D'accord ? C'est quand même assez curieux, ça. Parce qu'on pourrait penser que la valeur d'une chaussette, c'est la moitié de la valeur d'une paire de chaussettes. Ah ben non, parce qu'il y a le problème des chaussettes. Il y a des tas de thèses de sociologie là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent une chaussette dans les machines à laver. On perd une chaussette, mais on ne perd pas de chaussures. C'est quand même très curieux. Hein. Enfin, on pourrait perdre beaucoup de temps avec ça, mais comme c'est filmé, je vais essayer de dire des choses qui sont quand même cohérentes. Rappelez-moi toutes les 5 minutes que c'est filmé, parce que sinon je vais... Là, regardez, prenez la mécanique quantique maintenant. Donc la corrélation entre les deux chaussettes de monsieur, là, du monsieur, ça vient du fait qu'il y a des habitudes culturelles qui font que le choix fait par ce monsieur est une cause qui explique pourquoi les deux chaussettes ont la même couleur. En mécanique quantique, c'est pas ça. Vous voyez arriver le monsieur, vous ne savez pas à l'avance quelle est la couleur de sa chaussette. La mécanique quantique, il y a plusieurs possibilités, vert, bleu, jaune, rouge, etc. Et la mécanique quantique vous dit, mais c'est le fait de regarder son premier pied qui va déterminer la couleur de sa chaussette. Il y a une sorte de superposition de possibilités avant, et le fait de le regarder va faire que parmi ces possibilités, une seule se réalise, il va avoir une chaussette rouge. Et la mécanique quantique vous dit, à partir du moment où cette mesure est faite, la chaussette de l'autre pied, qui elle aussi avait une couleur indéterminée, devient rouge. Ah oui, c'est incroyable ça. À distance, même si la distance entre les deux pieds, c'est 20 années-lumière, ça devient rouge aussitôt. Alors évidemment, ça c'est une prédiction de la physique quantique, et quand Einstein voit ça, il dit c'est impossible, ou alors ça n'est possible que parce qu'il y a un signal, une information qui part du premier pied et qui va vers l'autre pied en lui disant « moi j'ai choisi la couleur rouge, donc tu dois faire pareil ». Mais ce signal, il est forcément limité par la vitesse de la lumière, et donc il y a un certain décalage temporel entre la première chaussette qui se met au rouge, si j'ose dire, et puis la seconde qui se met au rouge. Et ce qu'on a démontré, non pas sur des chaussettes, mais sur des particules, c'est que ce signal n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intrication entre les chaussettes qui n'est pas médiatisée par la transmission d'un signal, mais par une espèce de lien quantique qu'on appelle une intrication, qui fait que ces deux objets sont corrélés d'une façon beaucoup plus forte que toutes les corrélations classiques ne pourraient permettre de l'imaginer. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est juste pour dire que dans le monde quantique, il se passe des choses assez étonnantes qui viennent justifier ce qu'un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré a expliqué dans les années 40 en disant « le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer ce qu'on observe par des lois qui non seulement ne ressemblent pas à ce qu'on voit, mais semblent complètement absurdes. Les lois physiques ont des énoncés qui ne correspondent pas aux observations que nous pouvons faire dans la vie quotidienne. Ça n'empêche pas qu'elles soient les bonnes. Et il y a un anagramme d'ailleurs que j'aime beaucoup, l'anagramme de la chute des corps. Anagramme, on prend les mêmes lettres, on change leur position. L'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. Hors du spectacle. La loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps. Sauf évidemment quand on fait le vide. Quand on fait le vide, là, on voit effectivement que tous les corps tombent à la même vitesse. D'ailleurs, les astronautes américains de la mission Apollo 17 sur la Lune avaient un vaisseau qui s'appelait le Faucon, et ils étaient en direct à la télévision, enfin en direct, non, il fallait un certain temps pour que le signal qu'ils émettaient nous parvienne, mais à la télévision, l'un d'entre eux a sorti de sa poche gauche une plume de faucon et de sa poche droite une bille de plomb. Et il a dit, voilà, nous sommes ici sur la Lune, grâce à Galilée, qui a compris des choses importantes à propos de la gravitation, qui ont été formalisées un peu plus par Newton ensuite, et il a lâché en même temps la plume de faucon et la bille de plomb, et tout le monde a vu les deux se poser sur le sol, beaucoup plus lentement que sur Terre, évidemment, puisqu'il y a moins de gravité sur la Lune que sur la Terre. Elles se sont posées exactement au même moment sur le sol.
D'accord ? Donc on sait aujourd'hui réaliser, soit en faisant le vide sur Terre, soit en allant sur la Lune, des conditions expérimentales où la loi de Galilée apparaît telle qu'elle. Mais ce qu'il faut avoir en tête et qui est source d'admiration, c'est que des gens ont pu penser ces lois, les énoncer, alors même qu'ils n'étaient pas capables de réaliser les conditions expérimentales permettant de les voir. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde sait que la Terre est ronde. On a vu des photos de satellites, etc. Mais ça fait des siècles, même des millénaires qu'on le sait. Aristote le savait et d'autres. La question, c'est comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde alors qu'on ne pouvait pas voir qu'elle était ronde? Et ça, c'est là que le raisonnement accouplé évidemment à l'observation permet d'avancer. Pardon. Aristote remarque dans les éclipses de lune que la forme de l'ombre est toujours circulaire. Il se pose la question, quelle est la géométrie volumique dont l'ombre est toujours circulaire? C'est la sphère. Et donc à partir du moment où on ne voit que des croissants à la surface de la Lune qui marquent l'ombre de la Terre, on doit supposer que la Terre qui produit cette ombre est sphérique. Oui, il y a quand même du raisonnement, ce n'est pas une observation directe, il y a une sorte d'interprétation. Et je pense que ces choses-là doivent être connues parce que mes étudiants, par exemple, sont des gens qui ont énormément de connaissances scientifiques. Mais ils n'ont pas une très bonne connaissance de leurs connaissances. Je veux dire par là qu'ils savent que la Terre est ronde, ils savent qu'elle tourne autour du Soleil, ils savent que l'univers est en expansion, etc. Mais ils ne savent pas comment on l'a su. Or, si on ne sait pas comment une connaissance est devenue une connaissance, on répète la chose parce qu'on l'a entendu dire, par exemple. Ça veut dire qu'on répète, on traite cette connaissance comme s'il était une croyance. La différence entre une connaissance et une croyance, c'est que la connaissance résulte d'une observation, d'un raisonnement, d'une théorisation, d'une épreuve qui permet de lui donner une validité que chacun peut prendre à son compte. Et donc, si vous posez des questions comme comment est-ce qu'on a su que la Terre tournait autour du Soleil, vous allez voir que c'est un sujet drôlement compliqué. Drôlement compliqué. D'autant plus que dire que la Terre tourne autour du Soleil, c'est une phrase pas très satisfaisante, parce qu'elle sous-entend que le Soleil serait fixe. Or, le Soleil il tourne autour du centre de la galaxie, donc tout tourne d'une certaine façon. Et dire qu'un objet tourne autour d'un autre, ça suppose que l'objet autour duquel cet objet tourne est central. Ah non, le Soleil il bouge. Donc vous voyez, même nos énoncés les plus triviaux méritent d'être réinterrogés, et c'est ça qui est intéressant dans le mouvement des idées, si vous préférez. Donc, avant de parler de cosmologie, juste une chose qui va d'ailleurs avoir des retombées sur ce que je vais dire en cosmologie, c'est-à-dire sur la science de l'univers. Il y a des cas où des lois s'appliquant à la même situation sont en contradiction les unes avec les autres. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on tranche? Je vous donne un exemple trivial. Il y a une première loi empirique, pour le coup, c'est que quand vous laissez tomber un chat d'une hauteur quelconque, presque, il retombe sur ses pattes. Il y a une autre loi qui dit que lorsqu'un emmerdement peut se produire, la probabilité qu'il se produise est égale à 1. Hein, c'est-à-dire que quand vous mettez du beurre sur une tartine, si vous la laissez tomber, elle va tomber du côté beurré. Donc ces deux lois, celle du chat et celle de la tartine, sont également vraies, conformes à l'observation. Question, qu'est-ce qui se passe si je colle une tartine beurrée sur le dos d'un chat? Voilà. Vous rigolez, mais c'est un problème très sérieux qu'on appelle le paradoxe du chat beurré. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le chat va rester en lévitation pour ne pas prendre parti? Est-ce que c'est lui qui va l'emporter? Est-ce que c'est la tartine qui va imposer sa loi? Enfin, regardez sur Internet, allez sur YouTube et tapez paradoxe du chat beurré. Vous allez voir des choses étonnantes. Des gens qui font des expériences, etc. Il y a même une publicité pour la bière qui s'appuie sur ce paradoxe du chat beurré. Donc c'est juste pour montrer que quand, pour une situation donnée, deux lois également vraies dans leur champ sont contradictoires, on ne sait pas ce qui va se passer. Et vous allez voir que ce paradoxe du chat beurré
est l'analogue d'un paradoxe, d'un problème qui se pose à propos de l'origine de l'univers. Alors maintenant, j'en viens quand même à cette question de l'origine de l'univers, qui commence en fait à se poser dans la première moitié du XXe siècle, justement après qu'Einstein a publié sa théorie de la relativité générale. Alors c'est une histoire que j'ai racontée hier, je ne vais pas aller trop dans les détails, simplement rappeler un moment essentiel. En 1907, quand Einstein est à Berne, vous savez, il est ingénieur à l'Office des brevets, on est 2 ans après l'année miraculeuse, 1905, où il a écrit 5 papiers absolument géniaux sur la lumière, sur l'atome, le mouvement brownien, sur la relativité restreinte. C'est là aussi qu'il publie la formule E égale mc2, qui est une conséquence de la théorie de la relativité. Il a vraiment une année extraordinaire. En 6 mois, il publie 5 papiers qui font la révolution, chacun dans leur domaine. Bon. 2 ans plus tard, il est toujours à l'Office des brevets, et un physicien qui s'appelle Stark lui demande d'écrire un papier de synthèse sur la relativité, une sorte de bilan, d'état de l'art, comme on dirait, de la relativité. Et en l'écrivant, il réfléchit, il se pose des questions, et il se demande par exemple s'il serait possible d'insérer la gravitation dans la théorie de la relativité telle qu'il l'a formulée en 1905. Ça le travaille, il se demande si c'est possible, parce que la relativité dit que la lumière ne va pas à une vitesse infinie, elle a une vitesse finie. Or, la gravitation telle que Newton l'a décrit dit que quand on met 2 objets à une distance quelconque dans l'espace, ils s'attirent l'un l'autre par la force de gravitation de façon instantanée. Comment est-ce qu'une force peut s'exercer instantanément entre des objets qui sont éloignés l'un de l'autre dans l'espace s'il y a une vitesse finie pour la propagation des signaux? Donc Einstein voit qu'il y a une sorte de contradiction entre sa relativité et Newton. Comment résoudre cette contradiction? Il réfléchit. Et un jour, il fait une sorte de rêve éveillé, une sorte d'expérience de pensée, mais avec son corps. Il s'imagine en train de tomber en chute libre. Qu'est-ce qui se passerait pour mon corps? Qu'est-ce que je ressentirais si je tombais en chute libre? Évidemment, on pourrait facilement le savoir en tombant en chute libre. Bon, mais Einstein n'était pas partant. Il essaie de raisonner. Et il se dit ceci: si je tombe, c'est sous l'effet de mon poids. Je chute parce qu'il y a une force qui s'appelle la gravitation, qui m'attire vers le centre de la Terre, et ça provoque ma chute. Mais si je tombe en même temps que, par exemple, mon chapeau, mon parapluie, mon cartable, Galilée nous a expliqué que tous les corps tombaient à la même vitesse. Donc les corps qui tombent avec moi, chapeau, parapluie, cartable, tombent à la même vitesse que moi. Donc par rapport à moi qui suis en train de tomber, ils ne tombent pas. Donc je tombe du fait de la pesanteur, et le fait de tomber me fait croire que je suis en apesanteur. La chute annule la cause de la chute. C'est comme si les objets n'avaient plus de poids. Ils étaient en lévitation par rapport à moi. Et donc cette idée, qui n'est pas une invention, c'est simplement une lecture assez curieuse de la loi de Newton ou de Galilée, incite Einstein à considérer que quand on tombe, en fait, on ne sent pas son poids, bien que ce soit à cause de lui qu'on tombe. Vous voyez, c'est un truc un peu bizarre, il faut tirer ça au clair. Et Einstein énonce à ce moment-là le principe d'équivalence, qui va être l'argument sur lequel, des années plus tard, il va construire sa théorie de la relativité générale. Alors, que dit ce principe d'équivalence? C'est le seul moment compliqué de mon exposé, quoique, vous imaginez que vous êtes dans une cabine hermétique. Donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de hublot qui vous permettent de voir l'extérieur. Et dans cette cabine, vous mettez un physicien auquel vous donnez des balles de masses différentes. Il va s'amuser à les laisser tomber pour voir ce qui se passe. Première situation, la cabine en question est posée sur le sol terrestre. La cabine est immobile. Elle est simplement disposée dans le champ de gravité terrestre. Évidemment, le physicien qui est là, il va laisser tomber des balles et il va les voir tomber comme nous voyons qu'elles tombent, c'est-à-dire selon les trajectoires paraboliques. Et s'il est intelligent, il va en déduire la loi de Newton pour la gravitation, par exemple. Deuxième situation, la cabine
n'est pas sur Terre, elle est dans le vide, elle est loin de tout objet massif, elle est en dehors de tout champ de gravitation. Elle est dans le vide, si vous préférez. Simplement, elle est accélérée par une espèce de titan avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc la cabine est accélérée avec une accélération constante, donc sa vitesse augmente avec le temps. Et dans cette cabine-là, il y a toujours un physicien avec des balles, etc. Il va faire des expériences. Et ce qu'il va voir, c'est que les balles sont attirées vers le sol, exactement comme sur la Terre. Quand un ascenseur, par exemple, est accéléré, vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous colle au plancher. Et ce que dit Einstein, c'est que le physicien que vous avez mis dans la cabine, aussi intelligent soit-il, aussi rusé soit-il, ne pourra jamais dire s'il est dans la première situation, cabine dans un champ de gravitation immobile, ou bien s'il est dans la deuxième situation. Les lois physiques sont exactement les mêmes dans le premier cas que dans le second cas. Elles sont ces deux situations qui sont parfaitement équivalentes. Ça veut dire qu'une accélération peut mimer la gravitation. C'est ça le principe d'équivalence. Accélération et gravitation sont des choses équivalentes. Et à partir de cette idée, il va proposer mathématiquement cette fois, et non plus par des expériences de pensée, une nouvelle théorie de la gravitation, assez compliquée, hein, c'est des calculs qui s'appuient sur ce qu'on appelle du calcul tensoriel, donc c'est assez compliqué. Mais l'idée fondamentale, c'est celle que j'ai dite, et elle est finalement assez simple. Et elle va conduire à une révolution dans la façon de penser la gravitation. Nous, on apprend à l'école que la gravitation s'exerce entre les objets dans l'espace, c'est une force qui attire les objets massifs les uns vers les autres. Et ce que dit Einstein en 1975, c'est que en fait, ce n'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps est courbé par les objets qu'il contient. Et un objet massif dans cet espace-temps va suivre un mouvement inertiel, c'est-à-dire il ne va pas subir de force, la gravitation n'est plus une force, donc les objets se déplacent en ligne droite, sauf que les lignes droites ne sont pas droites puisque l'espace-temps est courbé. Donc on les voit avoir des trajectoires curvilignes, mais ces trajectoires curvilignes ne viennent pas du fait qu'une force s'exerce sur eux et modifie leur trajectoire. Ces traces curvilignes viennent du fait que c'est l'espace-temps dans lequel les objets circulent qui est courbé. D'accord ? Donc la gravitation, elle s'imprime dans la géométrie de l'espace-temps au lieu d'être une force qui s'exerce dans l'espace. Et ça, c'est une révolution complète. Et l'autre aspect de cette révolution, c'est que la gravitation, telle que décrite par Einstein, permet de considérer l'univers comme un objet physique. Avant, l'univers, c'était une espèce d'enveloppe qui contenait tous les objets connus, les objets physiques connus. C'était un concept qui était ardemment critiqué par les philosophes, qui disaient c'est vague. Comment est-ce qu'on pourrait connaître un objet à l'intérieur duquel on est? Pour connaître un objet, il faut être à l'extérieur. Comment est-ce qu'on pourrait être à l'extérieur de l'univers? Ça n'a pas de sens. Donc il y a eu des critiques assez sévères, et parfois justifiées, en tout cas intelligentes, essayant de démontrer que l'univers n'était pas un objet qu'on pouvait penser. Et la théorie d'Einstein permet au contraire de le considérer comme un objet physique, c'est-à-dire comme un objet grand, en effet, mais qui a des propriétés globales qui lui appartiennent en propre et qui ne sont pas déductibles des propriétés des objets qu'il contient. Par exemple, l'univers a une courbure généralisée qu'on peut mesurer. Peut-être que vous avez entendu parler du satellite Planck qui a mesuré ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Cette mesure a conduit à une estimation de la valeur de la courbure généralisée de l'espace-temps. Elle est nulle d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à grande échelle, je vais vous dire que la gravitation courbe l'espace-temps, mais en fait à grande échelle, l'espace est plat. C'est-à-dire que si vous prenez 3 galaxies quelconques, ça fait un triangle, et quand vous mesurez la somme des angles de ce triangle, vous trouvez 180 degrés. Comme dans une géométrie euclidienne habituelle. Alors que dans une géométrie courbée, si à la surface d'une orange vous tracez 3 points, ça fait un triangle, une espèce de triangle courbé. Si vous mesurez la somme des angles sur l'orange, vous ne trouverez pas 180 degrés à cause de la courbure.
Ben, quand on fait la mesure avec des galaxies, on trouve 180 degrés. Ce qui veut dire que l'espace est plat, alors qu'il pourrait être courbé positivement ou négativement. Et donc il y a une question, c'est pourquoi il est plat. Et il n'y a pas très longtemps, des astrophysiciens se sont posé la question et ils ont répondu de la façon suivante. Il est plat, il apparaît plat parce que nous n'en voyons qu'un petit bout. C'est un peu comme quand vous êtes à la surface d'un ballon. Quand vous êtes à la surface d'un ballon, ou même à la surface de la Terre, si vous êtes myope, par exemple, vous ne voyez pas l'horizon, vous avez l'impression qu'autour de vous, c'est plat, quoi. En fait, c'est plat, ça vous apparaît plat parce que vous ne voyez qu'une petite partie de la surface du ballon. Ben, les gens se sont dit, ben, peut-être c'est pareil pour l'univers. Il nous apparaît plat parce que l'univers observable n'est qu'une toute petite partie de l'univers réel qui, lui, peut avoir une courbure quelconque. Et ils ont inventé, pour expliquer cette platitude de l'univers, un scénario qui s'appelle l'inflation cosmique, avec l'idée que dans l'univers primordial, la taille de l'univers a augmenté d'un facteur énorme pendant un temps très court, et que cette extension, cette dilatation, cette inflation cosmique primordiale a permis à l'univers d'avoir très rapidement la moitié de la taille actuelle. Quand je parle de l'univers là, je parle de l'univers observable, pas de l'univers réel qui peut être beaucoup plus grand que l'univers observable. Vous voyez comment, à partir de la théorie d'Einstein, on peut commencer à faire ce qu'on appelle de la cosmologie scientifique, c'est-à-dire faire une science qui porte non pas sur des objets qui sont dans l'univers, des particules, des étoiles, des galaxies, mais faire une science dont l'objet unique, c'est l'univers, et de déterminer ses propriétés qui sont, pour certaines d'entre elles, en tout cas, mesurables. Après, la suite de l'histoire, elle est passionnante, assez complexe, donc je ne peux pas la raconter complètement. Je vous donne quelques étapes. Dans les années 20, alors que beaucoup de gens pensent que l'univers est stationnaire, les gens pensent que l'univers n'a pas d'histoire, il est l'objet, enfin, il est le lieu de mouvement, il y a des étoiles qui se déplacent, etc. Mais on pense que le mouvement des étoiles, nous le voyons tel qu'il a toujours été. Il n'y a pas d'histoire qui se déroule dans cet univers. Il y a des mouvements, mais il n'y a pas d'histoire. Et dans les années 20, notamment aux États-Unis, il y a un télescope installé sur le mont Wilson, qui est à l'époque le plus grand télescope au monde, qui a un miroir de, je crois, 2 mètres. Enfin, c'est énorme pour l'époque, en tout cas. Et les gens commencent à regarder des objets très lointains et commencent à se rendre compte qu'il existe des objets lumineux qui ne sont pas dans la Voie lactée, qui ne sont pas dans notre galaxie, qui a des objets extérieurs à la galaxie. Ils appellent ça des nébuleuses, qui est l'ancien nom pour dire galaxie. Et donc on s'aperçoit qu'il y a un extérieur de la Voie lactée et on commence à faire des mesures des fréquences de la lumière que nous envoient ces objets. Ils sont plusieurs à faire ça. Il y en a un qui s'appelle Vesto Slipher, il y en a un autre qui s'appelle Edwin Hubble. Ils font des observations et ils se rendent compte, moyennant une certaine interprétation, que les galaxies que nous pouvons voir semblent s'éloigner de nous à une distance qui est d'autant plus grande, à une vitesse qui est d'autant plus grande que leur distance est plus grande. Plus elles sont loin, plus elles vont vite. Plus elles vont vite en s'éloignant de nous. Et évidemment, ils interprètent cela en disant qu'il s'agit d'une fuite des galaxies, que les galaxies s'échappent loin de nous dans l'espace. Mais en fait, un autre physicien qui vit en Belgique, s'appelle l'abbé Lemaître, lui, il réinterprète ces mêmes données de Hubble à partir des équations d'Einstein de la gravitation, donc à partir de la relativité générale. Et ce qu'il montre, c'est que si on croit aux équations d'Einstein, alors l'interprétation qu'on doit faire de ce phénomène observé doit être complètement différente. C'est-à-dire qu'on doit dire non plus que les galaxies s'éloignent les unes des autres dans un espace qui serait statique, il faut qu'on doit dire que les galaxies sont immobiles dans un espace qui ne l'est pas. Et donc si nous voyons les galaxies bouger, s'éloigner les unes des autres, c'est non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace en s'éloignant les unes des autres, mais parce que l'espace qui les sépare se dilate. C'est l'espace qui gonfle, de sorte que nous voyons les
les galaxies se déplacer, mais ce déplacement n'est pas lié à un mouvement qu'elles auraient dans l'espace. C'est l'espace qui gonfle. Et c'est ce phénomène-là qu'on va appeler l'expansion de l'univers. Et donc à partir de 1930, à peu près tous les cosmologistes, même s'il y a des résistances, admettent que l'univers est en expansion. Je parle de l'univers observable. Et ça veut dire quoi, l'univers est en expansion? Ça veut dire que si on regarde, si on remonte le temps vers le passé, on remonte le cours du temps, ben, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'univers dans le passé était plus petit, il était plus dense, parce que les objets se rapprochent, ça fait une densité de matière qui est plus importante. Et troisième argument, il était également plus chaud, beaucoup plus chaud. Et donc plus on va dans le passé, plus l'univers est petit, plus il est dense, plus il est chaud. Et après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces notions se raffinent. Notamment, on essaie de comprendre la formation des noyaux d'atomes, ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Et ça permet de dire à quelle température il devait y avoir pour que tel noyau puisse se former, etc. Donc tout ça s'affine. Et à partir des années 1948-49, on a un modèle assez consistant qui s'appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers, qui est publié par plusieurs physiciens, dont l'un qui s'appelle Gamow, physicien russe qui a immigré aux États-Unis, et qui propose l'idée que quand on monte vers le passé, en utilisant pour ce faire des calculs, ce n'est pas de l'observation, c'est des calculs, les équations d'Einstein, on déroule le temps à l'envers, l'univers est plus petit, et si on tient compte de la loi de Hubble sur l'expansion de l'univers, on arrive à l'idée que, je triche un peu avec les chiffres, je prends les chiffres récents, mais c'est pareil, il y a 13,7 milliards d'années, cet univers observable se concentrait, quand on remonte vers le passé, en un point. Donc l'univers avait une taille nulle, il était ponctuel, il avait une température infinie et une densité infinie. Voilà. Et donc on a ce qu'on appelle une singularité initiale, à laquelle on a associé un instant zéro, qu'on a appelé le Big Bang. On a dit ça c'est le Big Bang. Ce n'est pas le résultat d'une observation. Personne n'a jamais vu le Big Bang dans un télescope. C'est le résultat d'une extrapolation, d'un calcul à partir des équations d'Einstein qui décrivent la gravitation. Et évidemment, ce Big Bang a été interprété, sinon comme l'origine, du moins comme le commencement de l'univers. Et on l'a interprété comme une espèce d'explosion initiale qui a engendré tout ce qui existe, le temps, l'espace, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Ce qui évidemment pose des questions compliquées. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Dieu dans tout ça? Enfin, vous voyez, ce genre de questions. Parce que l'origine, c'est une question qui est une zone de concurrence, voire de conflit entre la science et la religion. Et donc il y a eu des tensions, il y a eu des discussions, etc. Et ce que je vais vous montrer, c'est que les choses ne sont pas si simples. Parce que quand on fait cette extrapolation vers le passé, je l'ai déjà dit 2 fois, je le répète, c'est avec les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation. Or, vous savez sans doute que dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques, responsables des phénomènes chimiques, de la cohésion des atomes, de la lumière, etc. De votre four à micro-ondes, quand il marche. Donc ça, c'est les forces électromagnétiques. Et puis dans la matière, il y a d'autres forces qu'on a identifiées dans les années 1930, qui sont les forces nucléaires. En fait, il y en a 2 qui ont été découvertes la même année, 1932. Il y en a une qu'on appelle l'interaction nucléaire faible. Elle est responsable, par exemple, de la radioactivité bêta. La radioactivité bêta, c'est le processus par lequel un neutron peut se transformer en proton en émettant un électron et puis d'autres particules qu'on appelle un neutrino. Voilà, c'est un phénomène qui est bien connu, radioactivité bêta. Et la force qui est responsable de ce processus, c'est l'interaction nucléaire faible. Et puis il y en a une autre qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, qui elle est responsable de la cohésion des noyaux d'atomes. Dans les noyaux d'atomes, il y a des protons et des neutrons qui sont collés les uns aux autres par des forces très intenses, qui sont ces forces nucléaires fortes. Et puis depuis les années 70,
on a compris cette force autrement. C'est plus une force entre protons et neutrons, c'est une force qui agit sur les constituants des protons et des neutrons, qu'on appelle les quarks. Voilà, donc dans les protons et les neutrons, il y a des quarks qui sont liés par cette interaction forte. Et donc au total, dans l'univers, pour autant qu'on le sache, il y a 4 forces fondamentales différentes qui agissent. D'accord ? Or, la relativité d'Einstein ne décrit que la gravitation. Donc quand vous remontez dans le passé, à partir des équations d'Einstein, vous décrivez correctement l'univers observable tant qu'il est dominé par la gravitation. Et la gravitation, c'est une force qui domine à grande échelle. D'ailleurs, c'est assez étonnant, vous devriez vous poser la question, la gravitation, c'est la première force qu'on ait découverte, Newton. Mais la gravitation, c'est une force ridiculement faible. Donc comment se fait-il qu'on ait découvert en premier la force la plus faible? Et quand je dis faible, il s'en faut de beaucoup. Hein. Vous connaissez l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron. Alors, à l'école, on nous apprend que la force par laquelle l'électron est attiré vers le proton, c'est la force électrique. Très bien. Force électrique qui fait que l'électron tourne autour du proton et ça donne l'atome d'hydrogène qui, en fait, est décrit par la physique quantique. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pourquoi on ne nous parle jamais de la gravitation? Parce que l'électron, il a une masse. Le proton, il a une masse. Bon, la gravitation, elle est toujours attractive. Donc ça veut dire que l'électron, il est attiré par le proton, aussi par la gravitation. Et pourquoi on ne nous le dit jamais? Ben, tout simplement parce que la force de gravitation, dans ce cas-là, elle est tellement plus faible que la force électrique qu'on peut faire comme si elle n'existait pas. Elle existe, mais on peut faire comme si elle n'existait pas. Mais elle existe. Moi, on ne m'a jamais dit qu'elle existait quand j'étais élève. Hein. Mais elle existe. En fait, quand vous faites le calcul, je parle aux étudiants de Centrale Casablanca qui sont là, faites le calcul, vous verrez que la force de gravitation dans ce cas-là, elle est 10 puissance 42 fois plus faible que la force électrique. Donc on a quand même raison de la négliger. Et donc la gravitation, c'est une force extrêmement faible. Et on peut s'étonner qu'elle domine à notre échelle. Je vous rappelle que si ce soir vous êtes assis sur vos chaises, c'est grâce à un mélange subtil de politesse et de gravitation. D'accord ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de votre voisin, de vos voisins, mais surtout attiré par chacun des atomes de la Terre. Comme il y a beaucoup plus d'atomes dans la Terre que dans votre voisin, ben c'est plutôt vers le centre de la Terre que la gravitation vous tire. Alors que si vous étiez dans l'espace vide, ben vous seriez attiré par votre voisin. Et donc, le poids, qui est la résultante de toute cette petite force, le poids, ce qu'on appelle le poids, c'est la résultante de toutes les forces de gravitation entre chacun de vos atomes dans votre corps et chacun des atomes de la Terre. Donc vous imaginez que pour qu'une résultante fasse une force aussi faible, il faut que chacune des petites forces entre deux atomes soit très faible. Et la gravitation domine à grande échelle parce qu'elle est toujours attractive. Donc c'est une force qui est cumulative. Donc quand l'univers est grand, on a raison de dire qu'il est dominé par la gravitation, et on peut oublier les autres forces qui sont des forces à courte portée. D'ailleurs, vous le voyez très bien si vous regardez vous avez remarqué que les gros objets, quand je dis gros, je parle des étoiles ou des planètes, les gros objets sont toujours sphériques. Les gros objets sont toujours sphériques. Ben, c'est ce que je viens de dire, ils sont dominés par la gravitation. Et d'ailleurs, on peut démontrer que plus un objet est petit, je parle d'un objet céleste, plus il peut tolérer des montagnes très élevées. Par exemple, sur la Terre, on ne pourrait pas avoir de montagne dont la hauteur serait plus grande que 20 km. Si on mettait sur la Terre une montagne de 20 km, la pression qu'elle exercerait sur sa base serait tellement forte que la roche casserait et la montagne s'écroulerait. La hauteur maximale, c'est 20 km. D'ailleurs, l'Everest, c'est 8 km, c'est à peu près ça. Alors que sur la Lune,
on pourrait avoir des montagnes de 80 km. La Lune est plus petite, mais elle pourrait avoir des montagnes plus grandes. Bon, il n'y a pas eu d'activité sismique sur la Lune, donc il n'y a pas de montagne. Il y a des cratères, mais ce n'est pas la même chose. Et vous voyez bien qu'un astéroïde, par exemple, c'est un objet sphérique qui a des montagnes aussi grosses que lui. Donc en fait, il est déformé. C'est-à-dire que c'est un objet qui est un peu dominé par la gravitation, mais pas complètement. Et si on le faisait grossir, eh bien, il deviendrait peu à peu sphérique. Donc la gravitation est très faible, mais elle est dominante à grande échelle parce qu'elle est toujours attractive et cumulative. Donc tant que l'univers est grand, on a le droit de dire que sa topologie, sa forme, sa géométrie sont déterminées par la gravitation. Mais quand je remonte dans le passé, je vous l'ai dit, l'univers est de plus en plus petit, la température est de plus en plus grande, donc l'énergie des particules est de plus en plus forte. Donc les particules dans l'univers primordial subissent certes la gravitation, mais aussi les autres forces, les forces électromagnétiques et les forces nucléaires, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc quand vous décrivez par les lois de la gravitation l'univers primordial, vous faites des calculs qui sont justes mathématiquement, mais qui ne décrivent pas physiquement les processus que connaissent les particules élémentaires. Autrement dit, la gravitation, dans ce cas-là, ou la relativité générale, est une théorie qui est incomplète, physiquement incomplète. Elle ne décrit pas tout ce qui se passe. Et on peut démontrer, à partir d'un calcul très simple que je ne vais pas faire ici, que on peut remonter, grâce aux équations d'Einstein, jusqu'à une période dans le passé de l'univers qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est en gros quand l'énergie moyenne des particules était celle d'un TGV en circulation. Donc une énergie énorme. Chaque particule avait autant d'énergie qu'un TGV. Et quand on est dans cette situation, ça va encore pour les équations d'Einstein. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Par contre, ce qui s'est passé avant le mur de Planck, les équations d'Einstein ne peuvent pas le décrire. Tout simplement parce qu'il faut tenir compte des autres forces que subissent les particules qui ne sont pas décrites par la théorie d'Einstein. Et ces autres forces dont j'ai parlé, elles sont décrites dans un autre cadre théorique complètement différent qui s'appelle la physique quantique. Et la physique quantique, elle décrit la force nucléaire, les forces électromagnétiques, dans un modèle théorique qu'on appelle le modèle standard. Et peut-être avez-vous entendu parler en 2012 de la découverte du boson de Higgs, qui est une particule qui avait été prédite par cette théorie il y a bien longtemps, qui prouve qu'on a bien compris la bonne façon de décrire ces interactions. Et c'est là qu'on tombe sur une histoire de Chaberey. C'est que les lois de la gravitation sont en gros les lois qui disent qu'un chat retombe sur ses pattes. Les lois de la physique quantique sont des lois qui disent qu'une tartine beurrée tombe du côté beurré. Le problème, c'est qu'avant le mur de Planck, il faut décrire les 4 forces en même temps. Donc il faut faire un chat beurré. Qu'est-ce qui va se passer avec un chat beurré? Et en fait, on ne le sait pas parce que les lois de la gravitation, celles d'Einstein, et les lois de la physique quantique sont complètement contradictoires. Il y a 1000 manières de le montrer. Celle que je choisis ce soir, c'est de dire que l'espace-temps de la physique quantique, qui décrit 3 des 4 forces, n'est pas du tout le même que l'espace-temps de la relativité générale. L'espace-temps de la relativité générale, je l'ai dit, il est souple, il se déforme quand les objets bougent en son sein, il est lui-même un objet physique, et il se déforme au gré de la dynamique des choses qui circulent dans l'espace-temps. C'est une sorte de gélatine, si vous préférez. Alors que l'espace-temps de la mécanique quantique, c'est un truc qui est complètement rigide, c'est une espèce d'arène fixe, statique, qui n'a pas du tout le même statut que l'espace-temps de la relativité générale, par exemple par le fait que quoi qu'il se passe dans cet espace-temps, ça ne le modifie pas. C'est un espace-temps qui est insensible à tout ce qui se passe en son sein, à la différence de l'autre. Et donc, on est dans une situation avant le mur de Planck, où on ne sait pas écrire des lois physiques qui pourraient décrire en même temps, dans un espace-temps commun, la gravitation, les forces nucléaires et la force électromagnétique. Et donc, la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de raconter ce qui s'est passé dans l'univers primordial, c'est-à-dire
l'univers d'avant le mur de Planck. On ne sait même pas s'il y a eu un instant zéro. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais hier à la conférence de Centrale, c'est que quand on essaie de faire ce mariage entre la physique quantique et la théorie d'Einstein, il y a des pistes. Il y a la théorie des supercordes, pour ceux qui connaissent, il y a d'autres concepts qui sont étudiés. Évidemment, c'est des modèles dont on ne sait pas s'ils sont vrais ou pas, parce qu'on n'a pas les moyens de les tester, mais à chaque fois qu'on les applique à la description des premières phases de l'univers, on s'aperçoit que les modèles de Big Bang tels qu'on les énonçait dans les années 50 disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de singularité, il n'y a plus un truc qu'on peut appeler l'origine. L'origine peut par exemple se transformer en une transition de phase. On passe d'un univers d'avant qui se contracte, et avant d'atteindre une taille nulle, il rebondit sur lui-même et devient l'univers en expansion que nous connaissons. Autrement dit, ce qui se passe avec la cosmologie contemporaine, c'est que notre façon de comprendre le Big Bang change. On n'est même plus sûr que l'univers a une origine. En tout cas, ce qu'on croyait être l'origine, le Big Bang des années 50, nous savons aujourd'hui que ça n'était pas l'origine. Et du coup, ça ouvre tout un champ de questions. Par exemple, est-ce que nous sommes certains que l'univers a été précédé par du néant? Dire que l'univers a été précédé par du néant, c'est dire qu'il a une origine. Parce que si je dis que l'univers a toujours été quelque chose, ou si je dis même simplement qu'il y a toujours eu quelque chose, vous voyez que je tombe sur une phrase assez bizarre, parce que s'il y a toujours eu quelque chose, comment est-ce que je peux dire que l'univers a une origine? Par exemple, toutes les phrases qu'on entend assez souvent, disant l'origine de l'univers c'est ceci ou c'est cela, émanant de la bouche de physiciens par exemple, qui vous disent l'origine de l'univers c'est le vide quantique, ou bien c'est un trou noir, ou bien c'est autre chose. Vous voyez que c'est des phrases qui sont un peu contradictoires. Parce que ou bien cette chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là, et ça signifie que l'univers n'a pas d'origine, ou bien cette chose n'a pas toujours été là, et ça signifie qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée, auquel cas ce n'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous dites l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, vous dites une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Vous voyez que c'est quand même des choses assez bizarres. Et donc, moi, je pense que, et ce sera ma conclusion, qu'en matière d'origine de l'univers, il faut s'ouvrir l'esprit. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, c'est une sorte de mystère que personne n'a vraiment élucidé. C'est peut-être simplement un problème qu'on résoudra un jour, mais il se peut aussi que ce soit un problème qu'on ne résolve jamais, auquel cas ça sera un mystère parce qu'il nous fait buter sur des questions qui sont trop difficiles pour nous, qui sont peut-être des faux problèmes, on ne sait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.